Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous au sujet de ce référentiel-là auquel j'ai contribué il y a déjà quand même plus de 15 ans. J'ai un propos qui est assez simple. Je vais vous dire, au fond, quel était le mandat que nous avions à l'époque et comment nous avons procédé pour l'écrire, quels étaient aussi quelques débats qu'on a eus et qui ont amené aussi à des prises de position. Parce que, évidemment, tout n'est pas clair quand on commence, on a un mandat, puis il y a des choses qui se clarifient en cours de route. Alors, je vous raconte un peu la petite histoire, là, celle qui n'est pas véritablement écrite, mais par laquelle on est passé. Bon. Alors, j'intitule mon propos « La formation à l'enseignement, d'où venons-nous? Quelques notes au sujet de la production du référentiel de compétences. » Ben, tout cela a commencé par un mandat. On a reçu un mandat de la ministre Marois qui nous demandait d'actualiser les orientations et compétences attendues en matière de formation initiale à l'enseignement, et ce, en tenant compte de la réforme en cours, parce que c'était parallèlement à la réforme qui avait lieu pour les programmes des écoles primaires et secondaires, donc en tenant compte de la réforme en cours dans le système d'éducation et des principaux constats observés au sujet de la formation des maîtres. Donc, il y avait cette idée-là d'actualiser les orientations. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle les documents fuchsia. Bon. Les documents fuchsia, il en a apporté un exemplaire ici. Il y en avait 4. Il y en a un qui a été édité en 92, c'était la formation à l'enseignement secondaire général, orientation et compétences attendues. Ça a commencé par le secondaire. Nos réformes ont commencé par le secondaire, puis ça a été là le gros coup de barre en 92. C'était, évidemment, les 4 années, mais surtout la bidisciplinarité qui a fait, comment je dirais, très sauté, très saillé. En fait, ça a été assez émotionnant ou commotionnant, ce changement-là, en 92 pour l'enseignement secondaire. Il y avait aussi, à la suite de ça, en 94, on avait le même genre de document fuchsia, orientation et compétences attendues pour l'enseignement primaire. Il y a eu par la suite orientation et compétences attendues pour l'adaptation scolaire. Et enfin, en 97, pour l'enseignement des arts, de l'éducation physique et des langues secondes. Bon. Il y avait donc 4 documents qui déterminaient les orientations et les compétences attendues en formation à l'enseignement. Alors, c'est sûr qu'à l'intérieur de ces documents-là, il y avait évidemment toute une série, on déclinait des compétences, on déclinait des objectifs, il y avait des savoirs, des savoir-faire, il y avait toutes sortes d'affaires. Ça avait été écrit par des équipes différentes. Et évidemment, la facture était différente d'un document à l'autre. Alors, il était un peu comme normal et cohérent de vouloir saisir le moment propice qui était la réforme pour dire on va actualiser les orientations et compétences attendues en formation de l'enseignement, tout en faisant du ménage dans ces 4 documents-là. Et ce qu'on nous proposait, c'était de les fusionner en un seul document. Bon. Alors, nous nous sommes mis au travail dans cette visée-là de fusionner l'ensemble de ces documents-là qui portaient sur la formation à l'enseignement, mais au niveau général, disons. Le secteur professionnel n'était pas touché. C'est venu par la suite où on a pris ce référentiel-là, puis on a changé le couvert, puis on a mis enseignement professionnel. Bon, mais l'esprit était complètement le même, mais on ne nous avait pas demandé à ce moment-là de travailler sur l'enseignement professionnel. Alors, il y avait 3 membres du comité. Il y avait Mme Martinet du ministère, Daniel Raymond de l'Université de Sherbrooke et moi-même qui avons travaillé là-dessus. On était le comité de rédaction. Bon. Et c'était, à mon avis, une bonne idée d'être peu nombreux. C'était vraiment un comité de travail, et Dieu sait si on a travaillé. C'était quand même extrêmement intensif ce qu'on a fait.
on a, dans le processus de suivi de ce travail-là, on a commencé en novembre 99. Bon. Et comme tout comité qui se constitue, bon, au départ, on s'est entendu sur un modus operandi. Alors, et là, je vous donne un certain nombre de décisions qu'on a prises à ce moment-là, avec lesquelles on a vécu. Bon, on s'est dit, on veut un document de facture universitaire. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est que souvent, les documents ministériels énoncent quelque chose comme « la recherche dit que ». Bon, on ne sait pas qui. Qui dit quand on parle de la recherche? Alors, quels auteurs, etc. Nous, ce qu'on disait, c'est on est des universitaires, on s'adresse à des universitaires parce que c'est un document pour les universités. On veut citer nos sources, sur qui on s'appuie pour faire affirmer telle chose ou telle chose. Donc, on avait cette première considération-là, c'est-à-dire on veut qu'il y ait un style ou une manière de travailler qui est une manière universitaire. Bon. Il y avait l'orientation de former un professionnel qui était déjà présente dans les documents antérieurs, mais qui n'était pas véritablement définie. On s'est dit, on va définir davantage qu'est-ce qu'on entend par former un enseignant qui est un professionnel. De la même façon, comme la réforme était en cours et qu'avec Inchauspé, notamment, on parlait de la culture, du pédagogue cultivé, on trouvait que c'était une approche intéressante et on en a fait une orientation sur le pédagogue cultivé ou le professionnel cultivé. Ça, on a ajouté cela. On a aussi vérifié, parce que quand on a fait le ménage des 4 documents fuchsia, ben on a regardé aussi l'ensemble des compétences qui étaient visées, on les a classées et on a vérifié par rapport à d'autres référentiels de compétences existants. Notre idée, c'était de cerner les gestes professionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enseignant fait, c'est quoi son travail. On avait ce regard-là d'examiner le travail de l'enseignant dans l'ensemble de ses composantes, pas nécessairement spécifiquement avec les élèves, mais aussi avec l'équipe école, avec les parents, etc. Bon. Alors, on voulait donc se situer du point de vue de l'ensemble des composantes du travail d'un enseignant. On avait aussi cette précaution-là de travailler jusqu'à la porte des universités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'était pas question pour nous de construire des programmes pour les universités. C'est le travail des universités de bâtir leur propre programme. Cependant, le référentiel donnait des orientations, indiquait voici les composantes fondamentales du travail de l'enseignant, et par la suite, vous, des universités, élaborez vos programmes. Donc, on a essayé de rester à la porte de l'université. On a cogné à la porte. Là, après ça, les universités ont eu à élaborer leur programme. On a aussi pris la décision, puis celle-là était peut-être, elle se discute aussi, hein, c'est sûr, on prend une décision, mais on vit avec, après, c'est peut-être pas la bonne décision, mais on a pris la décision, toujours dans la visée de rester à la porte des universités, de ne pas hiérarchiser les compétences. Il y a un côté aplatissant là-dedans, c'est-à-dire il y a 12 compétences. On sait bien qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, ça leur personne. Mais on s'est dit, bon, si on commence à dire celle-là est plus importante, celle-là est plus importante, là, les universités, ben, connaissant aussi comment on fonctionne, mais là, ça va être critiqué, etc. Fait qu'on s'est dit, non, on va simplement énumérer les compétences et on verra par la suite. Il faut savoir aussi qu'en 92, quand il y avait eu la bidisciplinarité avait été installée, les universités, ça avait bougé fort. C'est même à ce moment-là, d'ailleurs, à la suite de ça, que les 700 heures de stage là, qui ont été imposées, que la CUFOM a été créée dans ce sillage-là, la CUFOM qui était l'Association québécoise de formation des maîtres, justement pour se regrouper les formateurs de maîtres qui étaient notamment impliqués dans les stages pour être une voix pour défendre aussi la position des universités. Donc, il y avait encore ces éléments-là qui étaient dans le paysage et qui faisaient en sorte que
fallait être prudent. On n'apporte pas un changement comme ça en prenant pas un certain nombre de précautions. Donc, ici, vous avez des précautions qu'on a prises. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est en me préparant hier après-midi, je me disais, bon, en gros, ça donne le ton des précautions qu'on a prises. Bon. Et évidemment, par la suite, on avait des idées, mais on n'a pas toutes les idées. Donc, on a consulté des collègues à gauche et à droite pour la formulation de certaines compétences. Il y en a qui sont plus faciles à rédiger que d'autres. Il y en a d'autres pour lesquelles on n'a pas d'expertise. Donc, on a demandé à plusieurs collègues de différentes universités de nous donner un éclairage. On a fait des entretiens avec certains, je ne sais plus qui, peut-être parmi vous ou d'autres qui sont absents. En tout cas, on a contacté plusieurs pour nous aider dans la rédaction des compétences, c'est-à-dire eux, comment ils voient ça, que si j'ai cette première version-là d'une compétence, d'un énoncé de compétence, bon, est-ce qu'il y a des suggestions qui peuvent être faites, etc. Alors, comme je vous disais, on a commencé donc en novembre 99 et déjà en mai 2000, donc c'était quand même assez vite, on a validé une première version du document auprès de différents acteurs, enseignants, directeurs d'école, etc. Et on a, à la suite de cela, on a apporté certaines modifications au document. Ceci fait, après ça, on est passé à une étape plus importante encore, c'est-à-dire la consultation nationale auprès des partenaires. Alors, entre le 2 octobre et le 5 décembre de l'année 2000, il y a eu un processus de consultation nationale. Ça, c'est le ministère qui s'occupe de ça. Le ministère a ses stratégies, ses interlocuteurs, ses partenaires. Alors, ils ont mis en place un processus pour recevoir des avis ou des mémoires au sujet de la version préliminaire du document. Ils ont reçu autour d'une quarantaine de mémoires ou avis à ce moment-là. Et en décembre 2000, il y a eu une consultation, qui appelait ça la table nationale de consultation, où là, les différentes instances aussi, les doyens des facultés d'éducation, les directeurs généraux, enfin, des représentants des directeurs généraux des commissions scolaires, la Fédération des syndicats d'enseignement, la Fédération des directeurs d'établissement, l'Association provinciale des enseignants anglophones, enfin, des représentants de toutes ces instances-là ont participé à cette table nationale de consultation-là et, évidemment, ont formulé des critiques ou des suggestions, ce qui nous a conduit à ajouter entre janvier et mars 2001 de nouvelles corrections au document. Je me souviens une qui nous a demandé quand même du travail, c'était la compétence numéro 1, et parce qu'elle n'était pas dedans. Et on se disait, nous, les savoirs sont comme transversaux, c'est un peu l'idée du temps, c'est-à-dire on a besoin des connaissances au sujet de toutes les compétences. Alors, on n'a pas besoin de l'écrire, mais bon, les gens disaient c'est important de mettre l'accent sur les savoirs, sinon ils vont penser que c'est trop technique. Oui, bon, on a fait des changements, puis on l'a écrit, mais elle est un peu différente. Celle-là, elle a été écrite après. Des fois, il faut, moi je dis toujours, un chameau est un cheval dessiné par un comité. Alors, des fois, c'est un peu bancal, mais là, quand tu reçois les avis de l'un puis de l'autre, puis tu essaies de faire en sorte que ça se tienne sur ses pattes, c'est pas... Bon, enfin, on fait avec. Alors, nous avons travaillé dans ce sens-là et essayé d'assurer une cohérence de cela, et de sorte que, une fois les corrections aux documents faites, le lancement a été fait en mai 2001, et depuis ce temps, le référentiel, ce sont les règles du jeu que les universités doivent observer pour la rédaction des programmes. Et quand on fait un référentiel comme ça, bien, tout de suite après, c'est enclenché une opération rappel des programmes. C'est-à-dire que les universités ont dû resoumettre des programmes
au comité d'agrément, le CAPFE, pour que leur programme soit approuvé et que les étudiants puissent recevoir l'autorisation d'enseigner officiellement par la suite au terme de leur formation. Donc, c'est un énorme processus, cette affaire-là. Et, bon, pour nous, l'expérience a été, évidemment, une expérience très, très enrichissante. C'était aussi il y avait une visée, parce qu'il y avait des études qui avaient été faites avant, à l'effet qu'il y avait trop de diversité dans les programmes de formation des enseignants. Par exemple, c'est le CAPFE qui avait commandé cette étude-là avant que nous travaillions là-dessus, c'est-à-dire on analyse, par exemple, les programmes de formation à l'enseignement, à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire. Bon, dans toutes les universités, on se rend compte que la variété de cours offertes est extrêmement grande, de sorte qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça? Donc, l'offre était beaucoup trop importante ou trop diversifiée par rapport au modèle aux travailleurs qu'on devait former. C'est pour ça que le référentiel a peut-être permis de réduire ce qui est offert et d'offrir un portrait plus conséquent ou cohérent ou moins schizophrénique de ce que c'est un futur enseignant. En tout cas, c'était cette idée-là qui était mise de l'avant de réduire un peu ce qu'on offre comme formation pour former des enseignants ou du primaire ou du secondaire, etc. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé. C'était juste pour mettre la table à propos du contexte.